Dorothée Alexandre avec vous. Donc, il est présentement 10h30 à Montréal. Je vais me limiter au fuseau horaire de Montréal. Il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui venaient de vous joindre à nous. Donc, bienvenue parmi nous. Bienvenue à ce Excusez-moi forum de vous interrompre, la transmission reprend. 26. Cet avant-midi, ou plutôt le précédent panel, on a parlé justement de quel est le rôle des artistes. Et maintenant, on va plutôt parler de comment limiter les impacts du milieu culturel sur l'environnement. Pour introduire ce panel, je vous invite à accueillir Stéphane Lavoie. Il est directeur général et de la programmation de la TOU. Donc, il va nous en parler un peu. Donc, Monsieur Lavoie, je vous passe la parole. Bienvenue parmi nous. Bonjour. Merci à Culture Montréal de l'invitation à prendre la parole au panel. J'espère que le panel va pas arriver à la conclusion que la solution, c'est d'arrêter de faire des spectacles. J'espère que vous allez trouver d'autres pistes. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a deux enjeux dans lesquels on a peu de mainmise. C'est la fabrication de l'énergie qu'on utilise. C'est vrai que c'est très différent d'un pays, d'une région à l'autre. Et aussi, le cœur de notre travail, c'est de créer des foules, de ramasser, de mobiliser des gens. Donc, les coûts de la mobilité, les coûts environnementaux sont aussi, on a peu de mainmise dessus. Ceci dit, nous sommes des citoyens de la même planète et on doit en tenir compte dans notre travail, dans notre quotidien, comme tout citoyen, comme tout humain. Et on doit contribuer au mouvement de société, à réfléchir et à changer et à s'aider à ce niveau-là. Par contre, ce qui serait irresponsable, c'est de ne pas se questionner, nous, notre quotidien, notre travail. Et un panel comme aujourd'hui et la journée d'aujourd'hui, j'espère, en fait, je suis très confiant, mais que vous allez repartir avec des outils, des idées et des pistes de mobilisation, que vous allez être capable de mobiliser chacun de vos organismes, de vos équipes. On a tous des réalités différentes. Hein? Un musée, une compagnie de tournée, une salle de spectacle, un festival, c'est des réalités, bien qu'on fasse de la culture, c'est des réalités différentes. Ceci dit, il faut qu'on se questionne sur la manière de faire, mais surtout d'avoir des bons outils pour être capable d'identifier là où on a vraiment un impact négatif, qui est unique probablement à chacun. Il faut trouver ces bons outils-là, qu'on va avoir des pistes aujourd'hui. Il faut mettre en place un plan d'action et que tout le monde y adhère. Ça prend une mobilisation des équipes. On va vous donner des idées aussi là-dessus et faire un suivi régulièrement, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quoi notre impact? Et de cette façon-là, on va continuer à s'améliorer au quotidien et à être cohérent avec les enjeux de société qui sont là. Alors, je vous souhaite un bon panel. Je vous souhaite d'être très stimulé intellectuellement et d'avoir tous les bons outils pour mobiliser vos équipes là, pour les prochains mois, prochaines années. Bon panel tout le monde. Merci beaucoup, Stéphane. Vous avez dit des mots-clés, outils, mobilisation, empreinte, impact. On va plonger directement avec nos 4 panélistes. J'ai eu l'occasion, bien sûr, de préparer cette table ronde avec eux et elles juste avant, pas aujourd'hui, mais il y a plusieurs jours. Puis vous allez voir, la conversation sera très, très riche. Donc, qui avons-nous à l'écran ou autour de la table? C'est comme vous le désirez. Il y a Anne-Catherine Lebeau. Elle est directrice générale et cofondatrice chez EcoSeno. Anne-Catherine, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Donc, de Montréal. On a Laurence Lafonbonne également de Montréal au Québec, cofondatrice de l'organisme ACT, donc ACT, donc, qui est le sigle de Artistes citoyens entrepreneurs, également membre du duo électropop Milk and Bone. Laurence, bienvenue parmi nous. Merci. On a de Londres, Becky Hazelwood. Elle est chef de projet en durabilité environnementale chez Julie's Bicycle. So welcome, Becky. Ah, OK. Et on a également, peut-être qu'on va arranger le micro. Yeah, I'm here. Okay, yeah, great. Thank you for the introduction. My pleasure. Et on a également Roy Luxford, qui est directeur de programmation du Festival international d'Édimbourg en Écosse. Welcome, Roy. Voilà. All right. Donc, pour commencer, on va mettre la table pour savoir qui sont ces personnes. Peut-être que vous avez leur bio, mais c'est sûr que lorsqu'on les entend par eux-mêmes et par elles-mêmes, c'est encore plus édifiant. Donc, chacune, je vais vous demander de vous présenter, de présenter votre organisation. Et la question, c'est pourquoi avoir accepté de participer à cette table ronde aujourd'hui? Alors, on peut commencer avec Anne-Catherine.
Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir d'être là avec vous aujourd'hui et de parler de ce sujet extrêmement important et urgent. Je suis très heureuse de l'invitation de Culture Montréal. Merci beaucoup. Donc, brièvement, pour me présenter, pourquoi c'est important pour moi de participer aujourd'hui aussi à la conversation. Premièrement, un peu plus sur moi. Je m'appelle Anne-Catherine Lebeau. C'est moi qui ai cofondé avec 3 autres professionnels du milieu Ecoceno il y a maintenant 2 ans et je dirige l'organisme depuis sa fondation. Donc, à la base, moi, j'ai une formation de comédienne. J'ai travaillé beaucoup dans le milieu culturel et j'étais toujours choquée de la quantité de déchets qu'on produisait et aussi j'avais l'impression que la question environnementale était peu présente. Donc, j'ai décidé à travers ma maîtrise à HEC Montréal en gestion culturelle et innovation sociale de vraiment mettre sur pied un nouvel organisme à Montréal qui cherche à trouver des pistes d'action très, très concrètes pour mobiliser les gens, pour vraiment amplifier la voie, l'urgence de la transition écologique, mais d'une façon où les gens se sentent vraiment interpellés de façon aussi émotive, parce que je pense que c'est vraiment la force de l'art. Puis je rebondirais aussi avec ce que Stéphane Lavoie disait au départ. Effectivement, pour moi, ça passe pas du tout par moins d'art, mais l'art autrement, l'art aussi dans une perspective régénératrice, dans la perspective d'un changement de culture qu'on doit apporter. Et chez Ecoceno, donc, ça passe beaucoup par des solutions très, très concrètes qui passent par le partage de ressources, la mutualisation, l'éco-conception et le design régénératif. Donc, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps en introduction, mais juste dire pourquoi participer au forum aujourd'hui. En fait, l'idée, en fait, c'est vraiment de pas se sentir impuissant face à la crise climatique. Puis je pense que de se rassembler comme ça, d'entendre les autres parler, d'être au diapason de ces autres voix-là, c'est ça qui nous permet vraiment de se sentir puissant. Donc, ces moments-là sont extrêmement importants pour moi. Merci beaucoup, Anne-Catherine. On va se rendre en Écosse. So, Roy, it's going to be up to you. Donc, à vous, Roy. Hi, thanks very much, and good morning, good afternoon, everyone. So I'm representing the Edinburgh International Festival. We're one of the older international festivals. We're nearing our 75th anniversary. And in short, we all recognise the impact of our activities in terms of emissions and impacts on climate, and how we all want to live and work in a more sustainable way, and sustainable in the broadest context of that word. I feel very strongly this is not about a diminution of what we do. It's very important and it's central to our purpose that we still enable artists and cultures to meet in different territories around the world. But we do need to recognise and address some of the impacts that our fundamental purpose gives rise to. So in Edinburgh, we are one of several summer festivals, and jointly we have a very active sustainability working group. We are all slightly different. Some of us are presenters, some of us are makers, and some of us do a bit of everything. But collectively, we believe we have an important position to influence, to advocate for change, and to enable new models and ways of working to come to the fore, so that we don't just reiterate how we've done things in the past, and really using the break that the pandemic has given us all to have a moment of reset and to try and introduce some different models, different patterns, and a slightly different mindset to really address the impacts and the consequences of those impacts that we're all very well aware of. Thank you, Roy. On va donc poursuivre maintenant. On retourne à Montréal avec Laurence Lafombonne qui va nous expliquer justement ce qu'elle fait, très, très occupée, et pourquoi elle a accepté d'être ici avec nous aujourd'hui. Oui, donc bonjour, ça me fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Comme mentionné plus tôt dans l'introduction, je suis une artiste à la base, musicienne, compositrice, interprète et tout, d'un band qui s'appelle Milk and Bone. Et
je suis aussi une des 3 cofondatrices du mouvement ACT, Artistes citoyens en tournée ou Artist Citizen on Tour. Un petit historique rapide de ACT. ACT est né d'une période où je me rendais compte en tournée que nos actions en tant qu'artistes suivaient pas souvent ce qu'on disait publiquement ou ce qu'on souhaitait appliquer dans nos vies, dans notre industrie. J'ai vécu beaucoup de frustration par rapport à comment on pratique notre métier. Je trouve qu'on est en retard. Et j'ai à cette époque-là essayé de trouver des outils pour trouver des ressources, pour essayer de faire des changements. Je ne savais pas par où commencer. Et à cette époque-là, tout ce que j'ai trouvé, c'était Julie's Bicycle, mais il n'existait rien en français d'adapté pour le Québec ou quoi que ce soit, ou pour le Canada. Donc, j'ai contacté Caroline Voyer du Conseil québécois des événements éco-responsables pour voir si elle connaissait des ressources. Et finalement, avec elle et Aurore, nous avons décidé de mettre sur pied ACT pour justement fournir ces outils-là pour les artistes qui font des tournées pour tout ce qui est art vivant. Donc, en gros, ce qu'on fournit, c'est un guide qui est très détaillé sur qu'est-ce qu'on fait avant une tournée pour se préparer, qu'est-ce qu'on fait pendant la tournée, qu'est-ce qu'on fait après la tournée pour justement essayer d'outiller ces artistes-là. C'est quelque chose qui est gratuit, qui est accessible, qui est facile parce que je pense qu'il faut, si on veut accélérer la chose, on faut rendre ces outils-là accessibles et faciles à appliquer dans le quotidien d'une tournée. Donc, c'est un peu ça. Puis, maintenant, on se rend compte qu'on a commencé beaucoup avec les artistes de tournée, mais là, on travaille avec les équipes en tournant parce que c'est collectif, tout ça. Une tournée, ça s'organise avec beaucoup de gens. Donc, en gros, c'est pas mal ça le mandat de ACT au quotidien. Ah oui, puis pourquoi je souhaite être là? Rapidement, je sens, puis on en parle, un désir de notre industrie culturelle d'avancer, de changer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas nécessairement par où commencer. Donc, ces discussions-là sont très enrichissantes, puis surtout, je pense que la solution, elle est collective. Donc, on a intérêt à travailler étroitement ensemble parce que le but est le même pour tout le monde. Merci beaucoup, Laurence. Et on va poursuivre avec Becky Hazelwood. Puis justement, quand on parle de l'inspiration, vous avez dit que Julie's Bicycle vous a inspiré. C'est le cas également d'Anne-Catherine. On va en parler justement après. Donc, Julie's Bicycle. Donc, on a avec nous une représentante, Becky. So, it's up to you. À vous, Becky. Good afternoon, everybody. It's brilliant to be taking part this afternoon, and it's great to hear that we've inspired some people on the panel. So my name is Becky. I'm a project manager at Julie's Bicycle. And just to give a bit of background about JB and what we do, we were founded in 2007 from within the UK music industry in recognition of the need to take action on climate change, but to take practical action. Founded in data and science. Since that time, we have developed and work now internationally across the whole of the arts and cultural sector, supporting the sector to reduce emissions in line with the 1.5 degrees goal. And also we advocate to and for the sector to publicly speak out about climate change and to inspire audiences to take action. So we do this in a number of different ways. We have lots of different programs which support those two objectives. So for example, we have our consultancy program where we work very closely with a whole range of different organizations at all different levels, from individual artists through to whole networks or large organizations as well, supporting them to really embed sustainability into their practice, into their governance, into their policies and procedures and the ways that they work. We also have a partnership program with Arts Council England, which has been in place since 2012, and that program was really very much
pioneering policy intervention, which basically meant that any organisation funded by Arts Council, sorry, I've just realised that my charger is unplugged. Any organisation funded by Arts Council was required to report on their environmental data. And what started as a carbon footprinting exercise has evolved into a programme which has given us some really key insights into how the sector is responding to the challenge of the climate and ecological crisis. So we basically bring together all of this information and knowledge, and we bridge that gap and we support the sector in that way. So through, whether that's through research, building carbon literacy, training, advocacy, or through our specific programs which we've developed in response to what the sector needs. And why did I want to take part today? It's a really crucial time to raise ambition around COP26 and to really highlight the role that the cultural sector has to play in this time, this very crucial time in tackling the climate and ecological crisis. So thank you very much for having me this afternoon. Thank you so much, Becky. Merci à vous tous et à vous toutes pour cette table ronde qui met vraiment la table sur les raisons pour lesquelles vous êtes avec nous aujourd'hui. Aux participants, participantes, il va y avoir maintenant un formulaire qui va apparaître à votre écran pour pouvoir poser vos questions. Je sais qu'il y a certaines questions qui n'ont pas été posées lors du dernier panel, lors de la dernière table ronde. Il y en a quelques-unes dont je me souviens, donc je vais être capable de leur poser à ce panel-ci parce que je pense qu'il y a des très beaux liens à faire. On va poursuivre. Pendant qu'on a Julie's Bicycle, donc Becky comme représentante, je vais rebondir avec Anne-Catherine et aussi avec Laurence parce que vous avez exprimé très fortement pendant notre rencontre préparatoire à quel point Julie's Bicycle vous avait inspiré et Laurence l'a mentionné également. Donc, je vais commencer avec Anne-Catherine. De votre côté, concrètement, qu'est-ce que ça a fait, comment ça vous a inspiré? Puis après, je vais passer la parole à Laurence. Et tout au long du panel, n'hésitez pas, bien sûr, à vous relancer, à vous compléter. On va avoir une discussion très fluide. Donc, Anne-Catherine, à vous. Merci beaucoup. Ben oui, en fait, Julie's Bicycle, c'est vraiment un organisme phare qui est là depuis 2008. Donc, c'était de voir que c'est en place depuis si longtemps aussi, qui met vraiment de l'avant le leadership que le domaine culturel doit prendre dans la transition écologique. Pour moi, ça m'a parlé beaucoup aussi. Les outils qui rendent disponibles. Aussi, Becky parlait donc des Creative Green Tools. Donc, c'est une méthode de calcul de l'impact environnemental, donc pour vraiment mesurer les impacts liés aux lieux culturels et à la production culturelle qu'ils utilisent depuis un certain nombre d'années. Donc, ils ont beaucoup de données. Ils ont des webinaires en ligne. Donc, c'est vraiment une force qui est extrêmement inspirante pour moi aussi. Ils rassemblent dans leurs infolettres beaucoup d'informations sur ce qui se passe à travers le monde, les actions qui sont prises. Donc voilà. Donc pour moi, d'avoir cet organisme-là, quand on a mis en place Ecoceno, ça même si Ecoceno, c'est un modèle quand même assez différent, c'était vraiment une inspiration à l'action et à se positionner aussi comme artiste, comme membre du milieu culturel, comme des leaders, en fait, de la transition. Ça m'a vraiment beaucoup parlé. Puis pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important et je pense qu'il est en train de s'organiser et justement, je parlais tantôt de la puissance dont on a besoin en ce moment, mais c'est dans cette organisation-là. Puis Laurence parlait aussi beaucoup de la collectivité. Donc, je pense que Julie's Bicycle demeure encore à ce jour le leader de notre communauté et moi, ça me fait toujours du bien de retourner voir qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils en sont. Ça nous nourrit tout le temps. Excellent. Je sais que les participantes se posent probablement plein de questions sur des éléments clés que vous avez mentionnés. On va les aborder, bien sûr. Laurence, de votre côté. Oui, mais je crois que de mon côté, c'est surtout... je pense que ça venait confirmer que mes inquiétudes
était valable, que je n'étais pas les seuls à me poser ces questions-là et que c'était possible de mettre quelque chose sur pied qui a une demande pour ces outils-là, que je n'étais pas la seule. Donc, je pense que c'est surtout ça, ça m'a donné l'envie d'aller plus loin dans ma démarche de vouloir changer les choses dans cette industrie-là, puis de me donner un exemple de quelle forme ça peut prendre, quel genre d'outils, juste d'organiser un peu ma pensée autour de mes questionnements et mes angoisses et mes frustrations. Donc, je pense que c'était juste un beau modèle de c'est possible. Et clairement, si ça existe déjà depuis tant d'années, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui l'utilisent et qui demandent. Puis, plus Act prend, à chaque année, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent les outils. Donc, je pense que c'est des ressources plus que primordiales dans le milieu de la culture. Oui, merci. Roy, vous connaissez déjà Julie's Bicycle, puis Julie, pas Julie, mais Becky, vous pouvez parler aussi. On parle d'outils. Quand on parle d'outils, entre autres, c'est pour la collecte de données, data collection. Donc, pour vous, Roy, pourquoi est-ce important toute cette question-là de collecte de données? Puis Becky, après, je vais aller avec vous pour que vous nous expliquiez justement qu'est-ce qui est au cœur de votre organisation et ce qui en fait l'inspiration pour deux organisations montréalaises. Yeah, so it would be fair to say that the origins of collecting our data was more related to funding and reporting against stakeholders' interests. But actually now we're in a much more active mode. So in enabling to capture data, which is about number of flights, the emissions, the cost, and the journey, we can now very accurately put a carbon budget alongside a financial budget to say, I'm not going to change your travel budget for next year, but your carbon budget needs to be reducing dramatically short term, and then it can taper off to hit our 2030 and 2045 targets and 2050 in the UK as well. So we're actually using the data. We're not measuring, we're actively using the data as a calculus to be able to make a shift in our cultural behaviors. So, and travel is the big one for us. I mean, we all look at waste and energy and water, the things we don't have to produce, but we produce. So it is about stopping behaviors that have significant impacts and replacing those with more finessed behaviors that can actually address the situation we're talking about. So for me, the big one is travel. And, you know, as I say, it's not about stopping people traveling. It's about maximizing our ability to travel with the lightest footprint possible. And once you understand what your footprint is, then you can then take actions to ensure that it's kept at a minimum. And it is also about, it's not just the raw kind of emission, but in our position as a presenting festival, it is also thinking about, if I'm going to invite an artist or a company from a long way away, well, if they're coming to Edinburgh, that's great, but we also need to think about the impact. So if we can then partner up with 2 or 3 other organizations, then that works to lessening the direct impact. Those emissions still exist, but at least the load is being shared, and we're being slightly more sophisticated about how we're thinking about individual invitations. Yeah. But also, most importantly, we're having the thought process rather than just making the action. Yeah. Vous avez mentionné des points qui sont importants, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la tournée. On en a parlé un peu dans la table ronde précédente. We're going to keep it for now. On va le mettre de côté pour l'instant parce que c'est un sujet en soi. Puis j'aimerais qu'on reste dans la collecte des données avec Becky. So Becky, quelles sont les métriques que vous collectez? Parce que c'est depuis 2008 que vous collectez les données. Puis après, je vais rebondir avec les Montréalaises qui disent que nous, on est en retard. On commence à en parler. Donc, what are those metrics? Yeah, so through the Creative Green tools, there are basically, the way that we do it is with each organisation, different organisations have different key impact areas. So we encourage organisations to report on those impacts that are most meaningful to them. So for example, that could be touring.
And what the tools allow you to do is to basically, they're made specifically for the arts and cultural sector. So there are different areas where you can input your data on an individual event, a festival, a show, a building or a cultural venue. So it's really about understanding what is the most meaningful thing for you to measure. And I completely agree with everything that was just said around these measurements help you to create a baseline, and they create something that you can therefore make informed decisions off the back of. And if we think about transitioning to net zero by 2050, which is what every sector needs to do, not just the big polluting fossil fuel heavy industries, but the cultural sector too. So we really need to understand where we're starting from so that we can start to build those pathways, really understand whether the solutions and the interventions that we're putting in place are taking us towards that net zero goal. And the beauty of the Arts Council England programme is that we're collating all of that data for England in one place. So we're able to have that footprint for England, which we can track over time and really see what some of the key trends are. But financially, we're also seeing other trends. So cultural organisations are becoming more resilient due to energy saving, energy efficiencies, and also being able to access more cultural funding opportunities as a result of their environmental policies or action plans or the things that they're putting into place. So those are some of the other kinds of benefits that we're seeing from this environmental reporting process. I think there was another part to your question, but I got carried away, sorry. Non, c'est okay. Ce que je demandais, c'était comme des métriques précis, donc metrics. Donc, vous avez parlé des tournées, du voyage. Est-ce qu'il y a un ou deux autres métriques, c'est critères d'évaluation, si je peux dire ça, que vous mesurez justement pour mettre ça dans les rapports et qui servent à des gens qui suivent vos travaux? Absolutely. So it's all key impact areas. So it can be things like audience travel is something that, for example, festivals would like to measure. It could be kilowatt hours of energy, water consumed. There's lots of different metrics really. But we also have another survey which we put out alongside the carbon footprinting, which basically looks at some areas where we capture more qualitative data around what organisations are doing. So that covers things such as types of food and drink sustainability initiatives, more things around staff attitudes and engagement, and some of those kind of less quantitative areas are also captured through this process. Okay. Anne-Catherine, Laurence, si vous voulez réagir justement par rapport à la notion des collectes de données, puis n'hésitez pas à embarquer dans la conversation, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est justement, on en parlait un peu l'autre jour, mais au Canada, ces données-là, je sais qu'il y a des gens, dont Anne-Catherine, qui sont en train de se pencher sur la question pour faire une récolte de données, justement, mais c'est primordial de les avoir parce que les chiffres, ça parle beaucoup. C'est une façon aussi de pouvoir convaincre aussi les décideurs, les gens plus haut placés qui ont beaucoup de pouvoir d'un impact réel qui est prouvé scientifiquement, qui vient un peu aussi donner de la valeur à toutes nos actions qu'on essaie de faire chacun de notre côté et ensemble. Mais oui, on est en retard. Récemment, je lisais le travail de maîtrise d'une stagiaire qui a fait un travail de recherche pour ACT pour nous aider à voir l'impact de cet outil et tout. Puis finalement, toutes les données qu'elle mettait dans son travail, c'était des données de Julie's Bicycle au UK, parce qu'on les a pas ces données-là ici, mais quand on a cette information-là, ben il y a beaucoup de choses qui ressortent de ces recherches-là aussi qui peuvent nous surprendre, puis nous aider à prioriser aussi nos actions en fonction de ce qui serait le plus efficace, qui aurait le plus grand impact. Mais pour ça, il faut avoir les recherches et les chiffres et l'information.
Et justement, rapidement, question de surprise, vous avez donné l'exemple de, pour vous, il y a certaines métriques qui vous avaient surprise entre, par exemple, la consommation, je parle je pense en anglais aussi, la consommation que peut avoir un auditoire dans un festival, dans un lieu, versus le voyagement. Peut-être juste nous partager cette anecdote-là, cette anecdote par rapport à votre propre surprise. Ben, en fait, c'est par rapport à quand je lisais justement ce travail-là qui expliquait qu'une des plus grandes sources négatives d'un festival ou d'un événement, c'est tout ce qui est en rapport avec le transport du public. Puis c'est quelque chose auquel on pense pas nécessairement, puis qu'on n'en parle pas souvent, mais qui a un immense impact. Et souvent, on va se trouver à changer des petites choses comme éliminer les bouteilles d'eau, demander des catering plus verts ou des choses qui sont plus faciles d'application, mais de communiquer à son public, de les encourager à venir en transport collectif ou en transport actif, c'est quelque chose auquel on pense pas nécessairement puis qui pourrait avoir un immense impact, ou d'organiser justement des transports collectifs si c'est un festival et des trucs comme ça. Mais ça, c'est les données qui nous informent de ça. Mais justement, des fois, si on n'est pas conscient de ces données-là, ben on pense aux choses qu'on entend le plus souvent, puis dont la fameuse bouteille d'eau, mais il faut aller plus loin que ça. Oui. Puis Anne-Catherine. Oui, ben c'est ça, je rebondirais là-dessus. En fait, ce que ça amène, l'outil de Julie's Bicycle aussi, c'est que ça nous ramène à l'unité de mesure des CO2 équivalents. Donc, ça nous ramène à des chiffres vraiment concrets qui nous aident à calculer aussi vraiment une baisse concrète des GES. Donc, d'introduire cette nouvelle unité de mesure-là, ça nous donne un nouveau cadre normatif qui justement, comme M. Luxford en parlait, c'est que ça... Je m'excuse, mon chien est tanné. Donc, ça amène donc dans tout notre processus de réflexion, tous les choix qu'on fait, dans le fond, quand on fait de l'art ou dans notre vie. En ce moment, on se base sur des objectifs de croissance puis des cadres budgétaires, mais dans le fond, ça introduit complètement des paramètres qui sont un peu en contradiction avec ça, qui sont des paramètres de réduction et où l'unité de mesure, c'est pas les dollars, c'est les CO2 équivalents. Donc c'est quand même une grande transition. Aussi, je voulais mentionner qu'on est un grand groupe de partenaires donc qui travaillons à l'adaptation des outils de Julie's Bicycle, Creative Green, donc pour le Canada, pour les différentes provinces. C'est un niveau de complexité assez élevé parce que la façon de compter est différente pour les différentes provinces. Donc, concrètement, c'est parce que, par exemple, au Québec, on produit l'électricité, par l'hydroélectricité, alors que, par exemple, dans d'autres provinces, c'est encore des énergies fossiles. Donc, l'utilisation des énergies génère un impact vraiment différent dans les différentes provinces. Donc, mais je pense que ce qui est important de dire, puis ça a été vraiment, vraiment bien amené, c'est que c'est pas juste une question de mesurer. C'est, en fait, la mesure nous aide à introduire ces critères-là, puis introduire des nouveaux objectifs qu'on n'avait pas avant. Oui, c'est des contraintes supplémentaires, mais c'est effectivement, on fait partie d'une société complète qui doit s'inscrire dans la transition. Donc, c'est des critères qu'on n'a pas vraiment le choix de mettre en place, et les outils qui ont été développés sont extrêmement intéressants. Je voudrais aussi rebondir sur une petite note d'espoir quand même, parce que la COP26, c'est quand même un peu lourd sur le moral aussi. Mais par exemple, quand Laurence parle du transport des spectateurs, effectivement, ça fait partie des chiffres qui sont les plus troublants quand on se met à penser à ça, parce qu'on veut que les événements culturels demeurent des événements rassembleurs. Puis là, ça touche à quelque chose de très, très sensible. Par contre, si on parle de la Culture Montréal, si on parle de Montréal, puis tous les objectifs de quartier culturel à Montréal, donc d'amener la culture plus près des gens, souvent de baisser les jauges, ça crée aussi
un contact avec le public qui est complètement différent. Donc, je trouve ça important d'amener ces nuances-là aussi parce que c'est, oui, on est dans la contrainte, mais la contrainte qui peut aussi faciliter puis accélérer la transition vers d'autres objectifs qu'on a et qui peuvent être vraiment mis de l'avant parce qu'effectivement, faire une représentation je ne veux pas nommer de ville, mais faire une représentation en banlieue de Montréal où tout le monde irait en voiture, dans un grand amphithéâtre, par rapport à présenter ce spectacle-là à de multiples représentations sur l'île de Montréal où les gens peuvent y avoir accès en transport collectif. C'est une énorme différence, je pense, dans l'expérience aussi du rapport à l'art pour les gens et pour l'impact environnemental. Et juste pour donner un autre exemple très concret par rapport à ça, c'était lundi dernier, donc hier ou avant-hier, en tout cas, la semaine passe vite, le gala des les Viva, donc qui récompense les événements éco-responsables, qui est organisé par le Conseil québécois des événements éco-responsables et le Réseau des femmes en environnement, et donc qui sont extrêmement proactifs là-dedans, qui sont en lien avec ACT aussi. Et c'est un super bel exemple donc de véhiculer aux spectateurs que ça fait vraiment une différence d'y aller en transport en commun. Puis puis de mettre ça de l'avant. Donc, les solutions, elles sont là, elles existent. C'est pas, Ouais. on n'est pas impuissant face à ça. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de répéter parce qu'il faut être dans l'action. Puis grâce à Julie's Bicycle, grâce à ACT, on a plein de pistes de solutions pour être dans l'action. Fait que allons-y ensemble. Excellent. Et justement, cet après-midi, il va y avoir un autre panel, une autre table ronde qui s'intitule Recréer du local pour habiter la ville. Donc, toute la question des quartiers culturels, ça va être encore poussé plus loin cet après-midi. Donc, pour les gens qui vont continuer la conversation ou qui vont se joindre à nous, je n'y serai pas. Comme vous voyez, la lumière commence à tomber chez moi. Je vais allumer la lumière bientôt, mais vous allez pouvoir parler de ce sujet-là cet après-midi. I'm going to go to Roy. On va poursuivre avec Roy parce que justement, dans l'optique de la collection ou de la collecte de données, devrais-je dire, vous avez une politique de développement durable. Puis, je veux vraiment qu'on en parle, c'est-à-dire le no-fly policy, tout ce qui a trait aussi à la façon de gérer les artistes qui viennent dans votre festival parce que ça dure 3 semaines, c'est quand même assez long. Toute l'empreinte carbone, comment que vous la mesurez. Vous avez une recherche en cours également. Donc, let's talk about it. On va en parler maintenant avec Roy. Et je vais aller ouvrir ma lumière. Yeah, so exactly. So we've been collecting the data for our own organization. We also include the data for our visiting artists within our broader calculation. The element that we don't have so far is the direct impact of our audiences. And we know that whatever we do, our impact of our audiences attending our events is even greater. But what we can do is start to think differently about how we engage artists. We have a no-fly policy within the UK for the organisation, and we try to persuade all of our artists who are within the UK or nearby to take the train if at all possible. We haven't quite put that into a contractual basis, but I think that's the next step. And then also looking at our near neighbours in mainland Europe, where it's possible to take a train journey without being too detrimental to the artists and the company's welfare, then we are looking at introducing that. Now, there's a different type of cost involved because the train is slower. So there might be also additional hotel nights. So it all feeds into what the deal is between the presenting festival and the artist, and where is the balancing point on picking up those additional costs. But it's not just the festivals. Artists are already engaged with this. I think it's Rosas in Belgium. They'll only take the train in Western Europe. Massive Attack, the band, just published a big report about big bands touring and the encouragement to leave all their kit behind and have a kind of plug and play setup with presenters. So we are actively looking at both our persuasion, but also how that might translate into contractual basis in our arrangements and our agreements. And it affects lots of things. Our musicians union agreement
if you travel by plane or if you travel by rail, it's actually cheaper to go by plane than by rail. So we have work to do in terms of advocacy with our the bodies that represent our artists to try and unpick some of thinking that was appropriate in years gone by, but is now becoming increasingly out of date, and not only out of date, but harmful in terms of what we're trying to achieve. And then just very practically, in this last festival, we did have things like a green hydrogen generator for one of our outdoor stages. It was the first time in Scotland that we had run gigs off a green hydrogen generator. It's not impossible. I mean, the fuel is still very expensive. There's some practicalities around how that generator works, but I'm very confident in a few years technology will have accelerated in the way that it always does. Et pour peut-être de façon concrète aussi, c'est que, bon, vous faites la collecte de certaines données, puis les autres aussi, si vous avez des questions, vous pouvez peut-être lui demander également. C'est que là, vous avez embauché, mandaté, devrais-je dire, une agence pour vérifier la collecte de vos données. Donc, parlez-nous un peu de cette démarche-là. Pourquoi et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Yeah, so I mean, I think it was slightly born out of confidence in the data. And if you're not particularly data driven or scientifically driven, it can feel a little bit overwhelming. But also, what is the base point and whose base point are you using? Someone earlier said the slightly different basis for gathering that data. So the Festivals Edinburgh group I mentioned, we are collectively putting our data out to verification by a third party so that A, we understand the veracity of our information, and secondly, so we're all reporting and accounting in the same model and same basis. And then that will be our baseline from 2019, which we'll use to chart progress and reductions as we go forwards. And 2019 was the last full festival that we all undertook. So that seems a good moment to mark our reductions against. Merci. Peut-être du côté de Montréal, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous inspire dans ce que vient de mentionner Roy ou qui vous fait réfléchir par rapport aux prochaines étapes qui peuvent avoir lieu ici même à Montréal ou au Canada en lien avec les points qu'il a mentionnés, et surtout le volet contractuel. Parce que pour l'instant, ce n'est pas dans les contrats de demander aux artistes de se déplacer, par exemple, de façon plus écologique. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je l'ai réfléchi un peu à l'envers dans l'idée où contractuellement, si je parle d'artistes de tournée, il faut pas oublier le pouvoir qu'on a quand on book un spectacle. Ben on a un contrat avec une salle de spectacle ou avec un festival et on inclut ce qui s'appelle un rider. Je sais pas, j'ai pas de nom en français, mais là-dedans on peut faire des demandes. Puis c'est une des choses qu'on a voulu pousser avec ACT, c'est d'inciter les artistes à partager leur démarche éco-responsable pour leur tournée avec les salles de spectacle où ils vont jouer. Et de faire des demandes de loges responsables, de faire attention à certaines choses dans la salle, de faire des demandes d'avoir des stations de compost, de recyclage et tout ça. Puis, on voit de plus en plus qu'avec ces demandes-là et le désir aussi des salles de faire mieux et des festivals de faire mieux, il y a un shift qui se fait. Donc, contractuellement, je pense que moi, je pourrais parler juste du point de vue d'artistes et des labels et des bookers. On a un pouvoir contractuel de faire changer les choses puis de demander certaines choses. Donc, on vient faire changer les choses de cette façon-là. Et peut-être, que diriez-vous des gens qui pourraient mentionner, mais il y a certains artistes, c'est ressorti, je ne sais pas si c'était dans notre conversation, mais du moins dans l'autre panel, qu'il y a certains artistes qui ont une certaine notoriété, qui peuvent se permettre d'ajouter des clauses dans leur contrat, alors qu'un ou une artiste qui débute, tout ce qu'il veut, c'est de faire une tournée, de signer des contrats. Donc,
où est-ce qu'on trouve cet équilibre-là? Comment on fait pour peut-être les jeunes pousses, les émergents, émergentes? Ben, c'est sûr que c'est du cas par cas parce que déjà, même si on parle d'une forme d'art vivante à une autre, c'est des conditions différentes. Donc, en musique, souvent, on a plus accès à une loge. Je veux dire, si on parle de la danse, ben c'est très différent. Souvent, ils ont rien à dire. Ils rentrent c'est les compagnies de théâtre qui gèrent tout, puis eux, ils viennent danser et ils ont pas beaucoup à dire. Mais je pense que peu importe le niveau où on est, il y a une discussion à avoir d'emblée avant de commencer à faire des spectacles avec son équipe ou avec là ou les personnes qui nous entourent et qui nous représentent sur quelles sont nos valeurs pour ce projet-là, où on veut aller, comment on veut les faire, puis de définir c'est quoi nos priorités, puis de s'assurer de les faire respecter dans toutes les sphères de travail, que notre démarche soit cohérente avec tout ce qu'on fait par rapport à notre art et nos représentations. Pour moi, c'est la base, c'est là que ça se joue le plus d'avoir cette conversation-là avec notre équipe, puis de définir des priorités, de définir un plan de match et après se poser la question sur est-ce qu'on est cohérent avec ce qu'on s'est dit au début à chaque étape du processus, à chaque étape de la tournée, peu importe le niveau où on est. Mais oui, il reste que c'est plus difficile quand tu commences ta carrière de dire j'irai pas à faire cette date-là à l'autre côté de l'océan juste parce que je me sens mal de prendre un avion pour seulement une date, mais je suis pas encore assez big pour pouvoir booker d'autres trucs autour. Donc, puis je le vis personnellement, cette dualité. Hein, c'est difficile de dire non à certaines choses qui pourraient avoir un gros impact dans ta carrière. Après, je pense que il faut y aller au maximum de nos capacités aussi, puis être compréhensif avec le fait que c'est pas possible d'être parfait, mais il faut au moins essayer, puis il faut au moins travailler le plus fort possible dans la bonne direction. Oui. Puis Anne-Catherine, de votre côté, est-ce que ça résonne en vous? Becky aussi, après, me dire si ça résonne en vous, ce que vient de mentionner Laurence. Ben oui, c'est certain. Puis je pense que ce que j'ajouterais aussi, en fait, puis ce que Laurence mentionnait, c'est dans le fond, c'est aussi que tantôt on parlait de la part d'une organisation un peu d'inclure des critères d'éco-responsabilité dans le processus décisionnel, mais aussi il y a un pouvoir de négociation, pas pour tous les artistes, encore une fois, mais il y a un pouvoir de négociation où justement, ce qui a été mentionné, c'est qu'on négocie plus seulement le salaire, mais on négocie des conditions éco-responsables aussi. Ça, c'est super intéressant. Et pour les artistes et les organismes qui ont vraiment moins de pouvoir de négociation, bien, c'est là que le cadre normatif qui serait mis en place par les villes, les conseils des arts devient super important parce que dans l'inspiration de Julie's Bicycle, il y a aussi leur alliance avec le Conseil des arts donc du Royaume-Uni qui est super importante. Donc, il faut trouver le bon dosage entre la contrainte et inciter les gens, mais c'est certain qu'on arrive à un point où ça ne doit pas, selon moi, être laissé ça ne doit pas être comme du crémage ou quelque chose que, nous, on est vraiment motivés, fait qu'on le fait. C'est comme quelque chose qui s'impose, un peu comme on impose maintenant, puis on s'entend tous sur des lois anti-harcèlement, puis un cadre social qu'on souhaite mettre en place, bien, il y a un cadre environnemental qui doit être mis en place. Aussi, pour rebondir sur ce qui a été dit sur le no-fly policy, tout ça, donc il y a vraiment des changements à faire aussi dans des fois les cadres qui sont proposés, même par les subventionnaires. Donc, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça parce que ce n'est pas l'endroit, mais il y a beaucoup de choses à changer pour aller dans cette direction-là, c'est certain. Aussi, ben, c'est ça, le no-fly policy, ben, on a besoin donc de données, on a besoin d'être capable de calculer notre impact. Nous, par exemple, puis c'est sûr que les réseaux de transport ne sont pas aussi bien développés ici qu'en Europe, c'est certain. Par contre, nous, par exemple, on est en train d'évaluer parce qu'on veut aller, des membres de l'équipe d'Ecosino à World Stage Design l'été prochain à Calgary. Et donc, si on fait le calcul pour une personne entre prendre l'avion et prendre la voiture, il y a moins d'impact à prendre l'avion. Donc, on était comme tous vraiment surpris.
Mais après ça, on s'est dit, oui, mais ça, c'est si on est une personne dans la voiture. Il n'y a pas d'intérêt pour nous à envoyer une personne dans la voiture. Donc, dès que tu as 2 personnes dans la voiture, là, hop, ça fait baisser l'impact. Mais tout ça pour dire que les outils qui nous aident à calculer notre impact nous aident à prendre des décisions. Puis les décisions qu'on prend, c'est pas... Oui, ça part d'une contrainte, sauf que au bout du compte, on risque d'y aller en covoiturage, puis ça va être pas mal plus le fun que d'y aller chacun en avion. Puis aussi, puis je trouve ça important de mentionner le plaisir parce que c'est par ça qu'il faut passer aussi. Il faut voir aussi à quel point ça change positivement nos façons de faire. C'est pas, on n'est pas uniquement dans la contrainte. Je pense aussi à la tournée en voilier de Qualité Motel là, qui font pour la 2e fois. Il y a quelque chose de super inspirant là-dedans. Il y a une façon vraiment différente de faire les choses qui part d'un désir de diminuer son impact environnemental, mais qui ouvre de nouveaux horizons qui sont super, super intéressants. Puis, je voudrais aussi aller en fait, mentionner que les conditions actuelles ont besoin d'être changées, mais il y a les conditions actuelles qui rendent les gens misérables. Je veux dire, c'est important de changer vers quelque chose de mieux. Puis aussi qu'il y a un coût à pas agir maintenant. Souvent, on parle du coût impliqué de changer nos façons de faire. Puis oui, il y a un coût, puis oui, ça prend de l'énergie, puis oui, c'est intense, puis ça prend beaucoup d'énergie. Par contre, il y a certainement un immense coût aussi à pas agir, puis pas agir rapidement. Donc, l'inaction coûte cher. Becky, justement, par rapport à tout ce qui vient de se dire, c'est-à-dire que l'inaction, si on n'agit pas, ça va coûter cher. Les contraintes que peuvent vivre certains artistes entre la volonté de réduire leur impact environnemental, mais la volonté aussi de se faire connaître. Donc, vous, comment vous vous positionnez au niveau de Julie's Bicycle pour peser le pour et le contre? Est-ce que vous avez trouvé un équilibre ou comment est-ce que vous visez cet équilibre-là dans vos démarches actuelles? Yes, it's a big question, and there are so many things to address within this topic. Absolutely, no action isn't an option, but at Julie's Bicycle, we don't say to people, okay, you have to stop touring because it's unsustainable. We recognize that touring is a really essential part of what the arts and cultural sectors work. It's just thinking about all of the myriad of different ways that we can address the impacts of touring, and it's breaking it down into all of those different issues, really understanding those impacts. And we've got some different frameworks and things that we've developed to start to look at that process. So, for example, we worked in partnership with Matthew Bourne's dance company, New Adventures. And they collaborated with a venue in Norwich, which is a theatre in the east of England, Norwich Theatre Royal, and Sadler's Wells, which is a famous dance theatre in London. And they worked together to look at, okay, what are the issues for you as a venue? What are the issues for us as a touring company? And how can we look at this all together collectively to come up with some solutions? And they developed some really great templates around green riders. They developed, it was a really comprehensive approach. It looked at from everything from the plastic bottles that and the reusable bits and pieces through to the types of accommodation that are booked. And one of the outcomes, they worked in partnership with us at JB to come up with a framework for touring. So it looks very much at what you can do pre-tour from the very beginning of the planning process. So, okay, how can we embed sustainability from the very start? How can we put it into policies like that were just referenced? Which policies can we put in place? How can we engage artists and venues before we even begin the planning and the booking process? And then it's looking at what you do during the tour, measuring the impacts of the tour, and then how you evaluate that and improve on it year on year. And I think a couple of people have mentioned that the power of that collective approach and addressing these issues simultaneously. And I think another important thing to think about with these challenges are bringing together those
cultural and city policymakers that can influence the way that touring artists are funded, the ways that they travel, investing in the infrastructure and the ways that are going to support the sector to move forward in these challenging areas, because it would be a tragedy not to tour. Absolutely, we like sharing art is such an important and beautiful thing that needs to happen. It's just bringing all of these different challenges together in a collaborative way and really looking at how we can address them. And I think another thing to say off the back of that is to pick up on that kind of equity issue around, okay, some really big artists like Coldplay and Massive Attack might have the power and the funds behind them to say, okay, we're not going to tour until we've worked out how to do it sustainably. But how do we support grassroots musicians in this and other grassroots artists who are trying to establish their career? How do we support people and artists from the global south to be able to come and tour, especially now with the new challenges around COVID? It's just such a complex issue, and it's going to take lots of people thinking together on how to address this. Merci beaucoup. Puis je sais que Roy is dying to speak because we spoke about all of that. Je sais que Roy veut également en parler. Roy, vous avez mentionné qu'on s'est parlé, les artistes ont toujours fait des tournées, donc ce serait très difficile de pénaliser la culture. Donc, ça rejoint ce que Becky vient justement de dire. Fait amenez-nous plus loin dans votre pensée, justement, comment que ça se faisait avant, puis aujourd'hui, quels sont les défis que vous voyez là pour que les artistes deviennent encore plus, mettent en place des pratiques encore plus en lien avec l'environnement durable. Yeah. I mean, I really don't see it as anybody being penalized. I think there's a leadership and an advocacy role for the more established artists and the more established presenters to change the framework, to make it the norm rather than an unusual request. And, you know, there are simple things for touring in particular, you know, set up logical tours. Don't go from Paris to Edinburgh to Berlin, you know, do a coherent tour. That will save a huge amount in one fell swoop. I think we just need to slow down as well. I think part of our footprint within the cultural exchange is about this very fast-paced ability to travel by plane from one city and one continent to the next. So I think part of the answer, but one of the solutions, is about a slower pace of touring and a slower pace of exchange. And I think that's eminently achievable. And it's incumbent on presenters to also offer more than one opportunity to an artist who's traveled a long way. So it is also wrapped up in the model. And I really think it's less about constraints or penalizing anyone in particular, and more about making these new models the norm and trying to accelerate how quickly that can really happen. And also, if travel is involved, to make travel part of the working process and don't just think about it as the bit co-joining two performance dates together. You know, if you are on a long train journey, can that be built into your working practice in some way? You know, I'm struck by a famous British actor, Laurence Olivier, back in the 50s, going on tour to Australia. Well, on the 6-week boat journey, they rehearsed all the plays they were going to present in Australia. Now, I'm not saying boats are the most emission-free vessel, but I think it's a really interesting way of incorporating the journey into a working practice and not thinking about the journey, the travel bit, as an inconvenience that needs to be done as quickly as possible to get from place A to place B. Yeah. Puis ça, si je peux me permettre, je pense que ce qui résonne beaucoup en moi par rapport à ce que Roy vient de dire, c'est que je crois qu'il faut qu'on ait un shift aussi collectif dans notre façon de voir les restrictions comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qu'on nous enlève, mais plutôt comme
faire part d'une démarche artistique, puis de voir quelque chose comme un outil artistique et d'en tirer profit au lieu de voir le contraire. Oui, absolument. Puis je voudrais juste rebondir là-dessus parce que, en fait, ce que je trouve super intéressant de ce qui est nommé aussi, c'est que ça nous invite à ralentir. Et aussi, je pense que il y a, on s'est beaucoup engagé dans, on était entraînés dans une logique très de productivité dans le domaine culturel au cours des dernières années avec donc un impératif de croissance économique, un impératif des objectifs dans cette voie-là qui sont souvent en contradiction aussi avec une façon de créer de l'art significatif, puis d'arriver à des œuvres abouties. Et je pense que à ce niveau-là aussi, il y a d'inclure des nouveaux critères, de changer nos façons de faire, ça nous mène à ralentir, que ça nous oblige à aussi remettre en question les modèles économiques actuels et cet impératif de productivité-là, de créer rapidement aussi. Donc je pense que ça peut être extrêmement bénéfique aussi pour les artistes et pour l'art et pour le contact avec le public ultimement. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes peut-être qui veulent réagir, mais juste avant, il y a 2 éléments qui me viennent en tête. La première, bon, vous avez parlé de la question de la productivité. Roy me partageait, puis c'est vrai, qu'il fut un certain temps, les gens ou les artistes voyageaient en bateau. Donc, parce qu'ils étaient en bateau, ils faisaient leurs pratiques, leurs répétitions sur le bateau en vue d'arriver à bon port. Donc, c'est ce que Roy m'a partagé, entre autres. Puis c'est vrai, quand on y pense, que la vitesse de croisière, si je peux dire ça ainsi, comme jeu de mots, elle est très rapide. Puis aussi, la question de la compétitivité, c'est-à-dire si on a des vedettes, en ayant des vedettes, on veut les avoir pour soi parce qu'on attire des gros noms ou des artistes qui ont une notoriété, donc ça fait mousser la popularité de nos organisations. Fait que Becky puis Roy, surtout Roy, de votre côté, quand vous avez des artistes, vous essayez de les partager, entre guillemets, avec d'autres organisations pour diminuer l'empreinte carbone. So this is one of the shifts that has to happen. Festivals in particular always had an exclusion policy. If you come to one festival, you can't go to the one down the road, or you can't go to another one in the same territory for a year, 2 years, or whatever. So I think that we have to reimagine what our sense of exclusivity is. And maybe our exclusivity is about being more generous, and the spirit of if it's the festival I represent, if we have the convening power to invite a certain artist, then it's incumbent on us to be generous to our peers, our nearby peers, if that involves a large amount of travel, or even an insignificant amount of travel. So I think this conversation will inform how festivals and presenters and theatres talk to each other, and about that sense of what is our exclusive presentation. And maybe, we have to all be more generous to each other about who performs when and where within a certain territory. But again, I can only think that's a good thing, because it sort of suggests there might be more time in a particular city or locale. So does that open up more opportunities for the artist? Does it mean for audiences there's a greater opportunity to see, hear, connect in some way with that particular presentation? I think there are lots of opportunities. And again, I feel very optimistic that it's great to challenge the status quo. It's great to challenge our embedded ways of thinking, and it's really it's inspiring to think, well, we need to do it differently. We know we need to do it differently. So let's see what that actually brings, in other positive artistic and creative ways, notwithstanding the very great benefit to the climate and reducing emissions that we're all we shouldn't get too weighed down by this terrible thing that we need to deal with, because I think there's also a very encouraging aspect to it as well. Mm-hmm.
Et Becky, vous, de votre côté, est-ce que justement ce que mentionne Roy, j'imagine que ça rejoint les valeurs de Julie's Bicycle, puis comment ça peut s'articuler justement en lien avec la productivité, en lien avec la compétitivité ou même la question des contrats, parce que Laurence en a parlé aussi du pouvoir de négocier ces contrats et les clauses. Donc, dans le travail que vous faites, comment est-ce que vous pouvez amener ça ou vous le faites avec les gens, avec les organisations avec lesquelles vous travaillez? I think if I understood the question correctly, the thing around contracts and kind of that comes down very much to the kind of policies that organizations put into place. But it can also, you can take a soft approach as well. So things such as a green rider can be used from the outset to kind of engage an incoming artist or touring organization to say, as a venue, these are our sustainability requirements. We don't allow plastic bottles backstage. We will provide you with tap water. These are the things that we've put in place to help you to be sustainable, and it can work both ways as well. So artists can engage venues in advance to say these are our requirements as a touring organisation or a touring artist, and it comes at different levels. Some artists might refuse to tour to a certain place if some of those requirements aren't met, and vice versa. So it depends how bold people want to be, how ambitious. But in contractual terms, yeah, absolutely, putting things into contracts or procurement policies can be a really, really powerful way to just eliminate some of the environmental damage from the outset, or to just really put your position very clearly. I hope I understood your question correctly. Yeah, you did. It's perfect. C'est très bien. Puis, dans votre travail, quand on parle justement de l'éducation, comment est-ce que ça a évolué chez vous de 2008 à aujourd'hui, 2021, en termes d'éducation, puis d'amener les entreprises du point A au point B? That's a really great question, and I think it's really inspiring to see. So we provide different levels of training for the sector, which are aimed at people that are just starting out in their sustainability journey, through to people who are really leading this change and accelerating for the sector. So we have different programs and training opportunities in place to support the sector in different ways, depending on where people are at in their sustainability journey. And for those people that are just starting out, we support them to understand how to use the carbon tools, how to understand what their key impacts are, how to write a policy or an action plan. We do a lot of training within organisations. Under our consultancy program, we often do a survey of staff to understand people's attitudes towards the climate crisis. And what we frequently see through that process is that people are very concerned about climate change, and they have a lot of ambition to do something about it, but often people need some support on where to start, how to get started, where they can have the most impact. But from those organisations that have been with us through the entirety of our journey since we began, we see such inspiring examples of leadership. We have organisations that run their own carbon literacy training programmes. So, for example, Opera North, they're based in Leeds, and they use the pandemic period to roll out a carbon literacy training programme for all of their staff. And then they're now extending that to a wider network of cultural organisations within the city of Leeds, under their Cultural City Sustainability Network. So I think, in summary, organisations and the sector as a whole are still learning, and it's still a journey. No one's ever going to be perfect, but what we're seeing is that more and more people are really on board with this, knowing that they need to do something. When I think back to the beginning of my career in sustainability, my whole job was around trying to
persuade people that the climate crisis was a thing and that we had to do something about it. That seems so far removed from where we are now, which is highly encouraging. We don't need to have that conversation about why we need to do something anymore. It's all about helping people to identify what action needs to be taken. So. Thank you, Becky. While you were speaking, I was looking at some questions. Donc, pendant que vous parliez, je regardais les quelques questions qui sont rentrées. Il y en a quand même une à laquelle on a vraiment répondu, c'est-à-dire quels sont les défis les plus importants du secteur culturel face à la réduction de l'empreinte carbone sur le transport, donc que ce soit les visiteurs, les artistes, les décors. Donc, ça, on l'a abordé. Il y a une personne qui propose « Let's start a network for sharing artists », donc de lancer un réseau pour partager les artistes. C'est en lien peut-être avec ce qu'a mentionné Roy. C'est un festival culturel qui est présentement en Suède et qui aimerait joindre ce genre de réseau. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant d'un réseau actuel qui existerait. Peut-être que ça pourrait intéresser la personne qui a écrit ce commentaire. Il y a une autre personne qui a dit « I love Roy's insight about generosity versus exclusivity ». Donc, j'ai beaucoup aimé, j'apprécie la perspective de Roy sur la générosité et l'exclusivité. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que peut-être vous voudriez rajouter en lien avec ces deux commentaires-là? Ben, je pense que, si je peux me permettre de parler, prendre mon chapeau d'artiste, mais ces fameuses clauses d'exclusivité, ça fait pas plaisir à personne, sauf aux gens qui l'imposent. En tant qu'artiste, on aimerait pouvoir voyager près, tant qu'être sur le terrain, d'avoir fait le voyagement. Aussi pour la santé mentale des artistes, le déplacement puis le temps en tournée, c'est pas quelque chose qui est toujours facile non plus. Donc, si on peut s'éviter le plus de voyagements pour notre empreinte écologique, mais aussi pour la santé mentale, je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Ça aiderait à la logistique des bookers qui organisent cette logistique-là, de pouvoir faire, bon, mais on est là, on en profite pour tout booker, puis ça, c'est réglé, on s'attaque à un autre territoire ensuite. Donc, je pense qu'on gagnerait énormément à abolir ces clauses d'exclusivité. J'espère que ça va se faire. Je sais que ça ferait plaisir à tout le monde. Donc, fingers crossed. Merci. Peut-être, il nous reste 2 minutes, fait que ce serait le mot de la fin, peut-être en lien avec cette question-là. Donc, soit répondre à cette question-là ou your wish for votre souhait, justement, pour l'industrie. Donc, peut-être, Roy? People love the exclusivity comment that you made. I think a lot of the solutions depend also on our partners. So there's a real, collectively, our advocacy role is almost more important than the very practical things we do, because most of our cities and most of our infrastructure is obviously of a certain period for a certain way of working. So I think almost our biggest challenge is about influencing the city infrastructure. And particularly in the UK, I can't think of one city that, for example, has a really strong network of electrical charging points for vehicles. And secondly, we also need, once we've adopted new policies for our own organisations, to really advocate for our audiences to share some of the thought processes when going to events and venues, and how that participation is really enjoyed. So almost bigger than our measuring and our data is about the leadership and the advocacy to have a collective change in mindset and approach in this kind of very broad area. And also, I think we see it very much in the sense of sustainability in its broadest terms. And that very much encompasses all of our well-being. And, you know, that's I guess, is the real ambition, which is about the broader holistic perspective to this area. Definitely. Thank you, Roy. Anne-Catherine, puis après, on va conclure avec, je pense que c'est Becky qui va rester pour la conclusion. Ben oui, en fait, ben je suis
Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, puis je rebondirais aussi en disant que, dans le fond, pour faire face à la transition, socio-écologique, on a besoin d'un changement de culture, puis je pense que ça a complètement de sens que ce soit le domaine culturel et les artistes qui soient à l'avant-garde de ce changement de culture-là et qu'on passe effectivement d'un système extrêmement compétitif à un système beaucoup plus généreux, heu et heu et qu'on soit en cohérence avec nos valeurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait en ce moment, comme artistes, comme citoyens, comme professionnels, qui ne sont plus en cohérence avec nos valeurs. Et donc, je rebondirais à ce que Laurence disait plus tôt, de toute cette démarche-là nous invite aussi à se reconnecter avec c'est quoi les valeurs qui sont à la base de notre parole d'artiste aussi. Mm. Merci Anne-Catherine. Et je pense qu'il me restait Becky, just to conclude, donc la conclusion. Yes, thank you. I think it's been a really insightful and interesting discussion. I agree with everything again that's just been said. I think my final closing point is probably to just highlight the work that Julie's Bicycle are doing around COP, which we're basically calling on governments to integrate culture into their climate commitments. So it's really about bringing culture into environmental policy making, and really appreciating the role that culture has to play in this, in terms of how innovative the sector are, the ability of the sector to innovate and come up with new solutions, new models for addressing these challenges. And you can read more about that on our website. But I think that summarises a lot of what has been said this afternoon around the role of the sector and how unique the sector is in terms of changing culture and addressing the climate and the ecological crisis as well. Becky, merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à vous trois, à vous quatre. Ça a été vraiment édifiant de vous parler. Encore une fois, je pense qu'on pourrait se parler pendant des heures. C'est un sujet, bien sûr, qui va retenir notre attention et surtout nos efforts au cours des prochaines années. Juste avant qu'on passe à la pause, je tenais à mentionner 2 commentaires qui ont été précisés par des participants. Donc, il y a une version canadienne des outils de Julie's Bicycle qui sont en cours à Montréal. Donc, vous pouvez aller sur www.quebecdrama.org. Puis, on me mentionne également que c'est ça. Donc, ce sont les outils Creative Green qui sont présentement en train d'être développés par la Québec Drama Federation. Donc, voilà, ce sont des artistes, des informations que je voulais vous partager. Donc, encore une fois, merci à vous quatre. Pour les gens qui veulent continuer une conversation de façon informelle, devrais-je dire, avec nos 4 panélistes, ils et elles vont rester avec vous. On va reprendre à 55, donc à 11h55 précisément, dans à peu près 7 minutes, voilà. Puis, pendant la pause, vous allez pouvoir visionner encore les 2 vidéos qu'on vous avait montrées un peu plus tôt. Donc, une de Montréal qui s'intitule Our Common Home, notre habitat commun, et Below the Blanket également. Donc, on prend une pause, on revient à 11h55, heure de Montréal. Merci. Merci.